Bienvenue à tous sur Médium TV Afrique. Selon le site Clap Noir, cinéma et audiovisuels africains, vu de l'extérieur, le continent africain peut paraître dépourvu de formation en matière de cinéma et d'audiovisuel, car la majorité des réalisateurs reconnus sont passés par la voie des écoles occidentales. Comment se porte le cinéma ivoirien aujourd'hui et surtout quels sont les enjeux de la formation pour le développement du cinéma en Côte d'Ivoire? On en parle dans cette émission et nous recevons justement Dr Boni Assié. Il est maître assistant en études cinématographiques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et il est expert en art de la scène et de l'écran. Bienvenue docteur. Merci. Avec vous sur ce plateau, Ursula Kofi, elle est actrice, réalisatrice, elle est lauréate de 11 prix, dont 4 à la phase internationale du Clap Ivoire en septembre 2018. Bienvenue Ursula Kofi. Merci. Alors pour précision, on a sur un même plateau le maître et l'élève. La première question va donc vers le maître, qui est expert en art de la scène et de l'écran, puisqu'il s'agit de formation. Qu'est-ce qu'un expert de la scène et de l'écran? Un expert de la scène et de l'écran, c'est quelqu'un qui a fait des études, n'est-ce pas, qui a approfondi. D'abord, j'ai fait une thèse en études cinématographiques, mais cette thèse, c'est surtout une étude à la fois théorique et pratique sur les questions de la scène, des arts de la scène et de l'écran. Les arts de la scène regroupent tout ce qui concerne le théâtre, la musique, les spectacles d'humour et tout ce que vous voulez. Et puis il y a de l'autre côté, au niveau de l'écran, il y a le cinéma et l'audiovisuel. D'accord, très bien. Ursula Kofi, vous êtes d'abord actrice, aujourd'hui réalisatrice. D'où vient cette passion du 7e art? Bon, ma passion du 7e art me vient depuis l'enfance. Quand j'étais petite, j'aimais aller dans les vidéoclubs. Je faisais souvent la location de CD. Et après le bac, j'ai demandé à être orientée en art du spectacle à l'université de Cocody. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais dès que j'ai vu spectacle et art, ça m'a intéressée. Arrivé là, j'ai découvert qu'il y avait le théâtre et le cinéma. Et j'ai décidé de me spécialiser en cinéma. D'accord, en 3 ans, vous jouez quelques rôles dans certains films et après, la réalisation vous intéresse. Comment se fait le pas? D'abord, j'ai commencé la formation en réalisation à l'université de Cocody. Et en 2014, j'ai fait un premier casting et j'ai été retenue pour jouer dans une série. Après ça, en 2015, je devais valider la licence. Donc le professeur nous a imposé de faire un court-métrage de 7 minutes. Et là, j'ai pu réaliser mon premier court-métrage. Et en 2016, il y a un ami qui m'a proposé son scénario. Il m'a dit de le réaliser. Et là, j'ai sauté dessus. Et on a réalisé le film et on a postulé à Clap Ivoire en 2017 et j'ai eu le 2e prix Clap Ivoire. C'est à partir de là que j'ai décidé de vraiment faire la réalisation de films parce que j'estimais que j'avais du talent. D'accord, très bien. Quand on pose la question aujourd'hui à tous les Ivoiriens ou à quelques personnes, comment se porte le cinéma ivoirien? Les réponses vont dans tous les sens. Certains estiment que le cinéma se porte mal quand ils regardent les salles de cinéma. Par contre, d'autres estiment que le cinéma ivoirien se porte bien quand on regarde les nombreux films qui sont présentés au FESPACO, etc. Vous, professeur, qu'est-ce que vous pensez? Comment se porte le cinéma ivoirien? Comment se porte le cinéma? C'est de façon, il faut faire une étude comparée, c'est-à-dire que le cinéma d'antan se portait très bien. Après, il y a eu les salles qui ont disparu. Et puis, grâce au nouvel outil qui est le numérique, le cinéma renaît de ses cendres. En réalité, on ne va pas dire qu'il se porte très bien, mais il va mieux. Il va mieux. Et c'est lié à tout un environnement, en fait. Il y a le ministère qui a l'Office national du cinéma, il y a le FONSIC, il y a des réalisateurs qui de plus en plus sautent le pas. Il y a 3 ou 4 ans de cela, on n'avait pas suffisamment de longs métrages. L'année 2019 seul a pratiquement, disons, 5 ou 6 longs métrages, ce qui ne se faisait pas avant. Les séries, là, on ne compte plus, avec l'apport des autres maisons
de télé qui coproduisent les séries sortent de plus en plus. Donc c'est vrai que la moisson est abondante, les ouvriers, c'est ça la question de la formation, les ouvriers sont très peu nombreux. Sinon, en gros, le cinéma ivoirien va mieux. D'accord. Les ouvriers sont très peu nombreux. C'est ce qui fait l'objet justement de cette émission. On verra les enjeux de la formation. Vous avez produit un document datant de 2002 à 2018 sur le cinéma ivoirien. C'est une sorte de diagnostic. Quels sont les points saillants à l'intérieur, enfin, que révèle cette étude, cet article que vous avez produit? Oui, c'est un article scientifique qui porte sur 2002 à 2018, mais c'est un article qui est paru Afrique contemporaine en 2018. En fait, c'est l'état des lieux du cinéma et de l'audiovisuel. Faut pas confondre le cinéma et l'audiovisuel, en fait. En gros, le cinéma, c'est tout ce qui se fait et qui a pour finitude, n'est-ce pas, d'être projeté en grande salle de cinéma. Et puis l'audiovisuel, c'est toutes les séries, tout ce qui se fait pour la télévision. Les deux, et en Côte d'Ivoire, ce qui est marrant, c'est que les deux ne sont pas régis par les mêmes ministères. Il y a le ministère de la Culture et de la Francophonie qui gère de la culture et de la francophonie qui gère tout ce qui est cinéma, et il y a le ministère de la Communication qui gère la RTI, c'est-à-dire notre première chaîne et tout ça, et qui gère normalement tout ce qui est audiovisuel. Paradoxalement, il y a des séries qui sont produites, donc le ministère aussi est obligé, à travers le FONSIC, de financer souvent des séries. Donc le paradoxe est là en fait. Le paradoxe est lié d'abord aux tests réglementaires, mais il y a un autre paradoxe, c'est le paradoxe même sur le terrain. Au niveau du terrain, il est vrai que maintenant les acteurs, quand je parle d'acteurs, je parle de tout le monde, je parle de cinéastes, des hommes de métier, des réalisateurs et tout ça. Ils vont de mieux en mieux, ils arrivent à vivre de leur art. Il y a beaucoup qui ne vivent que de ça d'ailleurs. Donc, de ce côté-là, on dira que ça va. Mais le paradoxe est là, c'est que si vous prenez les producteurs et les réalisateurs, certains producteurs et certains réalisateurs, ils vivent effectivement de leur métier. Mais si vous prenez les hommes de métier même dans le cinéma, comme les techniciens, son, lumière et tout le reste, c'est un groupe qui végète, n'est-ce pas? Et on les encourage d'ailleurs de plus en plus à s'inscrire, puisque ça c'est mon rôle, à s'inscrire au Buruda pour bénéficier aussi des couvertures santé et tout ça. Puisque nous sommes en train de parler de formation, c'est important de dissocier certains termes. On entend producteur, un réalisateur. Quelle est la frontière entre les deux? La frontière est claire et elle est nette. Il y a plus d'une trentaine de métiers dans le cinéma. Il y a plus d'une trentaine de métiers. Le producteur, c'est celui qui porte un projet de film. Il a soit une idée, soit il prend l'idée quelque part. On va dissocier. Prenons le cas du cinéma. Au niveau du cinéma, le producteur porte une idée et il va chercher lui-même son scénariste. Il va expliquer son idée à la base, le scénariste va finir de rédiger l'idée, il faut monter tout un dossier. Donc du coup, au niveau de la production, il y a les assistants producteurs, il y a les directeurs de production, tout ça. Il y a tout un métier, il y a tout un lot de sous-métiers dans la production. Et quand ils vont finir cela et qu'ils vont avoir l'argent, parce qu'ils vont faire un appel de fonds, ils peuvent faire des tours de table, il y a plusieurs stratégies pour avoir de l'argent pour un film. Et une fois qu'ils sont sûrs qu'ils ont cet argent-là, ils vont faire appel à un réalisateur. Le réalisateur, c'est celui qui a une vision esthétique du film. Ils vont lui confier le film. Et lui, maintenant, il va mettre ce que le scénariste a fait sur papier. Il va essayer de le mettre en image. C'est pour ça que le réalisateur est d'abord un metteur en scène. Donc, le travail ou la distinction, elle est claire. Quand le producteur est propriétaire du film, qu'il porte son film, le réalisateur est le garant esthétique du film. D'accord, très bien. Nous avons une réalisatrice avec nous sur ce plateau. Vous commencez en 2014. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Comment qualifiez-vous l'environnement dans lequel vous évoluez? Je pourrais dire que c'est vraiment pas facile parce qu'il y a un problème de financement au niveau des productions. Et pour pouvoir faire mon film, par exemple, j'ai
j'arrivais pas à avoir de producteur pour financer mon scénario. Ça m'a pris 2 ans par là, chercher des producteurs, ce que j'ai pu trouver me lâcher après, donc j'ai décidé de prendre moi-même mes fonds propres pour pouvoir financer le film. Voilà, c'est le problème de financement qui est criard. D'accord, maintenant l'idée à mettre, l'idée à réaliser, hein, le volet esthétique, sur quoi qu'est-ce qui vous inspire? Parce qu'on voit que la plupart des films qu'on a dû regarder souvent se ressemblent. C'est dans l'amour, dans ceci, dans cela, mais d'où est-ce que vous puisez votre inspiration? Je me base généralement sur les histoires propres aux Africains. Par exemple, mon film parle de l'histoire d'une jeune dame qui est appelée à revenir à la tradition. Donc c'est un conflit entre les religions traditionnelles africaines et les religions modernes. Et donc je me base sur ce que vivent les Africains et j'essaie de les traduire dans mes films. D'accord. Donc nous sommes en 2020. Parlons de l'évolution. On ne va pas faire toute l'historique du cinéma en Côte d'Ivoire, mais en 2020, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'évolution du cinéma? Oui, avant de reprendre la question de l'évolution, je voulais préciser la distinction de production au niveau de l'audiovisuel. Oui. Au niveau de l'audiovisuel, malheureusement, on a remarqué que les producteurs, souvent, quand ils veulent faire leur série, ils portent eux-mêmes le projet et ils l'autofinancent un peu comme Ursula Kofi vient de le dire. C'est vraiment la mauvaise façon de faire. Au niveau de l'audiovisuel, quand vous avez une idée de série, il faut aller plutôt vers les télévisions parce que de toutes les façons, l'issue finale d'une série, c'est la télé. Donc ce sont les télés qui se portent garant de votre idée et qui acceptent de coproduire votre idée ou de produire carrément votre idée. Et quand ça ne marche pas toujours, qu'il y a des difficultés? Non, attention, c'est pour ça que le cinéma coûte cher. C'est surtout la patience qui fait que le cinéma coûte cher. Tant qu'une maison de télé ne vous a pas donné son aval, il n'est pas conseillé de produire votre film. Parce que si vous le produisez... La finalité, la diffusion. La finalité, c'est la diffusion. Quand la maison de télé vous dit que je vais prendre votre série, l'épisode à 70 000 francs CFA, quand vous avez produit à la limite un épisode à 1 million, vous voyez qu'il y a un problème. Donc, c'est la télé qui propose, n'est-ce pas, d'abord de vous produire. Maintenant, la question de l'évolution. Il y a au niveau de l'évolution, là, il faut prendre tous les anciens qui ont été formés à l'IDEC, par exemple. Je parle de Timothée Bassori, je parle de Fadiga Kramo, je parle de nos illustres anciens qui ont produit de très bons films, mais qui n'étaient pas en numérique. Donc, après cette génération-là, il y a eu un fossé. Bon, le fossé est lié à plusieurs événements aussi, plusieurs facteurs sociologiques. Mais ce qui a créé le déclic, c'est la fameuse série Ma famille de Akissiluk Delphine. Cette fameuse série-là... Delta. Oui, Akissiluk Delphine dit Delta. Ouais. Bon, pour les chercheurs, je préfère dire Delphine parce que c'est son nom à l'état civil. Sinon, Delta a créé ma famille. Voilà. Et le rayonnement a suscité d'autres vocations. En termes de chercheurs, on dira la génération Ma famille. La génération Ma famille, c'est toute la génération qui est venue après, qui s'est donnée au cinéma après Ma famille. Donc, c'est Kradi Touré, c'est, je sais pas, Banoël, c'est tous ceux-là qui actuellement essaient de réaliser et qui s'en sortent plus ou moins. Donc, les choses évoluent. Il faut maintenant encadrer peut-être par des tests réglementaires. Ça, c'est le rôle du gouvernant. Maintenant, pour revenir, peut-être qu'il faut recentrer, pour revenir à la question de la formation, il est fondamental, n'est-ce pas, de quitter les à peu près. Oui, ça, on va en parler dans la suite de l'émission. L'autre question, je rebondis tout à l'heure sur ce que vous avez dit par rapport à la diffusion. On parlait de cinéma et puis de l'audiovisuel. Oui. Et vous avez dit par exemple qu'il n'est pas conseillé, quand on n'a pas l'aval d'une télévision, de pouvoir produire des séries parce que la finalité, c'est la diffusion par la télé. Quand on sait qu'on est dans un environnement où il n'y a pas suffisamment de télé, la question est à deux niveaux. Est-ce que c'est seulement la télé qui peut diffuser et dans de tels contextes, est-ce qu'il faut patienter, on dirait à l'infini?
Non, en fait, il y a plusieurs formats de produits audiovisuels. Il y a plusieurs formats. Vous pouvez faire vos formats et les diffuser sur le net, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de maisons de téléphonie actuellement qui demandent des contenus. Mais toujours est-il qu'il faut soit... La question, c'est de ne pas engager votre argent dans des productions faramineuses pour après être bloqué. Vous pouvez faire juste une démo pour un petit film de 5 minutes. Si vous vous faites remarquer, une maison de téléphonie peut vous accepter de vous accompagner, ou vous faites un pilote. La plupart du temps, c'est ce que les maisons de télé demandent. Vous faites un pilote, juste un pilote, vous montez un bon dossier, et puis si la maison de télé accepte de vous accompagner, vous y allez. Mais c'est un travail, il faut peaufiner, il faut toujours accepter de retravailler, parce que quand vous allez vers une maison de télé, elle vous dit ce qu'elle aime ou elle vous dit ce qu'elle n'aime pas. Oui, c'est cela. Voilà. Donc du coup, vous revoyez votre copie, et c'est ce qui prend le temps en fait. Quand les gens ne sont pas patients, parce qu'une idée, tout le monde a des idées en fait. Tout le monde a des idées. Il y a une règle même au cinéma qui dit que toutes les histoires sont belles, mais toutes les histoires ne sont pas cinématographiques. Parce qu'il y a une forme à donner. Donc, chacun peut avoir une idée. Vous pouvez être passionné de votre idée, c'est comme votre bébé. Mais au-delà, il faut encore que cette idée ait l'aval de ceux qui vont diffuser. D'accord. Abordons maintenant le volet formation. Vous êtes actrice, réalisatrice, on dira aujourd'hui. Quelle est la place de la formation dans votre carrière? La formation occupe une place très importante parce que je crois que si je n'avais pas fait de formation, je n'aurais pas eu ces trophées que j'ai eu grâce à mon court-métrage. Et ça m'a permis d'avoir une ouverture de la réalisation, d'avoir les rudiments nécessaires pour pouvoir réaliser un film, de pouvoir écrire un scénario, de pouvoir jouer dans un film en tant qu'actrice aussi. Je me suis formée et je pense que ça a été décisif pour ma carrière. Donc, depuis 1995, il y a une filière qui est ouverte à l'université Félix Houphouët-Boigny qui se consacre donc à la formation dans le domaine cinématographique. Qu'est-ce qui est enseigné, puisqu'on parle de la formation, qu'est-ce qui est enseigné concrètement dans cette filière? Oui, en fait, depuis 1995, effectivement, le département des arts existe. En fait, c'est toute une UFR, l'UFR Information, Communication et Information, Communication et Arts, c'est le nom de l'UFR, qui existe grâce à Nyangouran Bois, père à son âme d'ailleurs. C'est lui qui a institué l'UFR. Et dans l'UFR, il y a un département qui est le département des arts. Et dans ce département, il y a une filière art du spectacle. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la filière enseigne concrètement? C'est évolutif. De 1995 à maintenant, ce n'est pas obligatoirement les mêmes choses qu'on enseigne. Moi, j'ai été recruté en 2009. Et donc, depuis 2009, il y a aussi les politiques gouvernementales qui influencent aussi le contenu de la formation. Je vous donne moi mon cas. Il y a eu, pour la promotion de Ursula, il y a eu au niveau du ministère de l'enseignement supérieur la question de l'employabilité. Il s'était posé une question très simple, qui est d'ailleurs récurrente. Qu'est-ce quand nos étudiants finissent d'avoir la licence ou le master et tout ça, qu'est-ce qu'ils deviennent sur le terrain? Donc le ministère avait parlé d'employabilité, il y a eu plusieurs séminaires dans ce sens. Et puis, les enseignants que nous sommes, nous avons proposé des différents parcours. Et c'est là qu'on a créé le parcours avec l'aval de nos responsables, du doyen en l'occurrence. On a créé le parcours création et le parcours recherche. Dans le parcours création, il y a certains métiers, parce qu'on ne peut pas enseigner tous les métiers. C'est clair qu'une école ne peut pas se permettre d'enseigner tous les métiers du cinéma. Donc, au niveau de l'université, dans le parcours création, il y a la scénarisation, il y a la production, il y a la réalisation et il y a le montage. Voilà. Mais ce sont des démarches de création, c'est-à-dire ce sont des démarches pratiques. Bien entendu, ils choisissent d'aller en cinéma à partir de la 3e année. C'est-à-dire qu'ils ont un tronc commun de 2 ans qui permet de tapisser d'abord la base théorique qui est très fondamentale. Et puis, quand ils arrivent en licence 3 et qu'ils ont choisi le cinéma, à la fin de leur parcours de licence 3, ils produisent un court-métrage pour voir les réalités du terrain. Et puis, pour le master et autres, ils produisent encore ils font d'autres productions. Voilà. Maintenant, pour la recherche, bien entendu, il faut savoir que la théorie accompagne toujours la création.
Donc, au niveau de la théorie, il y a des cours fondateurs, comme les grandes théories du cinéma, qui sont enseignées. Il y a l'analyse filmique, il y a tout ce qui est analyse même de l'esthétique du cinéma africain. Parce que comme elle le disait, et c'est ce que nous enseignons là-bas, surtout nous mettons le doigt là-dessus, c'est la question de l'idéologie africaine. Il faut surtout enseigner nos valeurs et nos cultures africaines, à travers le cinéma, bien entendu. D'accord, très bien. Maintenant que, on dira que vous êtes formé au sortir d'une école qui vous a formé au métier que vous exercez, c'est de demander quel est votre regard, sans forcément critiquer vos collègues, vos collaborateurs dans le domaine, mais quel est votre regard sur les contenus qui sont proposés aux cinéphiles, qui sont proposés aux Ivoiriens, en tant que, on dira, vous êtes aussi une experte de la chose. Le regard que je peux porter sur les différentes productions, je pense qu'il y a de l'amélioration, parce que la plupart des réalisateurs aujourd'hui sont des autodidactes. C'est des personnes qui se sont formées sur le tas. Et je pense qu'il faut un peu les canaliser, essayer de structurer la corporation, essayer de les former, parce que déjà avec ce qu'ils apprennent sur le tas, ils arrivent à produire des œuvres acceptables. Et voilà, je pense qu'ils doivent se former encore, parce qu'il faut actualiser la formation. On dit souvent qu'on ne finit pas d'apprendre. Ces personnes autodidactes qui n'ont plus la chance certainement de retourner à l'université, quel est le palliatif pour ces personnes? Quel genre de formation? Non, en fait, l'université n'est pas Parce qu'il y a des grandes écoles, il y a l'université. Si vous voulez, je vais vous faire le point des écoles de formation qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Il y a l'université Félix Houphouët-Boigny qui forme en art du spectacle. Il y a l'ISTC qui forme dans les métiers de l'audiovisuel. Il y a récemment l'INSAC qui, depuis 2 ans, initie un parcours de formation qui est encore embryonnaire et qui se trouve à cheval entre le cinéma et l'audiovisuel. Il y a l'école, mais c'est une école privée. Donc on n'a pas fini de les citer, je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, elles ne sont pas nombreuses. Le problème, c'est pour ça que je voulais citer, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'écoles. La vraie question, c'est souvent on se trompe de problématiques. On se dit, c'est le ministère ou c'est le gouvernement qui doit créer des écoles. À la réalité, mais il y a une phrase de Keynes qui le dit très bien. Keynes, c'est un économiste, il dit qu'il n'appartient pas à l'État de faire au mieux ce que le privé peut faire. Est-ce que le privé, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des professeurs de lycée, par exemple, qui se sont mutualisés pour construire des écoles, qui sont fondateurs, qui sont cofondateurs d'écoles? Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi, au niveau du cinéma, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'école de formation, mais les gens ne se mutualisent pas pour créer des écoles? C'est ça la vraie question. Il n'appartient pas seulement à l'État de faire ce travail-là. Si, une fois que la population a compris le bien fondé, il s'agit de créer des écoles, mais de spécialiser les écoles. Le vrai problème se trouve à ce niveau. Vous ne pouvez pas faire une école de cinéma dans laquelle vous allez tout enseigner. L'actorat, la direction d'acteurs, actorat, direction d'acteurs, la production, la réalisation, lumière et tout ça. Dans le cinéma, il y a les artistes à part et il y a les techniciens à part. Vous voyez? Tous les techniciens, les preneurs de son, lumière, tout ce qui est machiniste et autres, qu'il faut les former, mais il n'y a fondamentalement pas d'école. Pour le moment, ce qu'on fait dans toutes les écoles que j'ai citées d'ailleurs, en dehors de l'ISTC peut-être qui a du matériel et qui essaie de former à l'audiovisuel, les autres écoles essaient de former surtout à des choses qui sont plus faciles. Qui n'ont pas besoin réellement de matériel. Écriture de scénario, par exemple, on n'a pas vraiment besoin de matériel, quoique. Alors que la compétition internationale demande que les formations soient beaucoup plus poussées. Ah oui. Aujourd'hui, on a des prix au FESPACO, quelques-uns. Est-ce qu'on peut en être fier, suffisamment fier? Non, on ne peut pas être fier de notre parcours international. Peut-être de notre parcours national, oui, mais l'autosatisfaction même, c'est une très mauvaise chose. L'avant-dernier FESPACO, il était en 2017, c'est bien ça, non? L'avant-dernier FESPACO, en termes de long métrage, nous avons eu interprète 1 de Khadi Touré qui avait été sélectionné, et puis Innocent malgré tout de Kodjovi, en termes de long métrage. Le seul prix qu'on a eu,
à la limite, hein, pour ne pas... C'est le prix montage de Khadi Touré. En 2000, le dernier FESPACO, c'est 2019, c'est ça? Le dernier... Tous les 2 ans, 2017-2019, ok. Oui, 2019. Le dernier FESPACO 2019, il y a le film Résolution, qui est de Côte d'Ivoire, qui a été sélectionné. Vous voyez, à la réalité, et qui a eu des prix périphériques. Le prix périphérique, c'est le prix du Conseil de l'Entente. Ce sont des prix périphériques. Ce sont de bons prix, mais ce sont des prix périphériques. Donc pour vous, la formation, la création d'écoles spécialisées pourrait effectivement avoir un impact sur le niveau à l'international. Oui, c'est même inéluctable. C'est-à-dire, quand vous discutez avec des gens qui aiment se complaire dans l'autosatisfaction, ils disent oui, Jean-Claude Van Damme n'a pas fait d'école d'art dramatique, il est devenu acteur. Ici, des gens qui initialement n'ont pas fait de parcours de formation classique. À la réalité, ils ne savent pas que quand ceux-là ont embrassé le métier, ils sont retournés pour se former. Ce n'est pas l'université seule qui forme, mais au-delà, je vais dire, l'exemple que je donne, mais je le dis amicalement même à notre grande sœur Delta. Vous voyez par exemple, Delta, que tout le monde connaît, a suivi l'école de Léonard Gruguier. On allait faire la fin de l'émission, oui, rapidement. Oui, rapidement. Elle a suivi l'école de Léonard Gruguier. Par un coup d'éclat, elle a fait Ma famille qui a marché. Mais entre Ma famille et Ma grande famille, elle n'est pas allée se former pour avoir les acquis de sa construction esthétique de Ma famille. Donc du coup, vous voyez, il y a des problèmes dans Ma grande famille et tout le monde critique. Elle est s'en plaint, mais ce sont les vrais problèmes de la formation. Très bien. En 10 secondes, on conclut avec vous, Ursula, vos prochains défis et projets. Mon prochain projet, c'est l'organisation d'un festival de films qui aura lieu à Mans en avril 2020. Et après ça, je vais faire un long métrage. D'accord. Merci Ursula Kofi. Je rappelle que vous êtes actrice, réalisatrice, lauréate de 11 prix, dont 4 à la phase internationale de Clap Ivoire en septembre 2018. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec vous sur ce plateau, Dr Boni Assier, il est maître assistant en études cinématographiques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est expert en art de la scène et de l'écran. Docteur, merci d'avoir partagé votre connaissance avec nous. C'est la fin de l'émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.